Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonsoir. Très heureux de vous retrouver au Café Presse Politique. Très heureux de vous retrouver malheureusement encore une fois sans Khaled Rani qui passe ce soir sa 245e nuit en détention. Khaled Rani, détenu à la prison de Rqqa depuis mars dernier. 31e CPP sans lui. Nous espérons toujours l'avoir au prochain numéro. On profite d'ailleurs, on va en dire un mot dans cette émission du cas de Khaled Rani. Alors, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir un plateau exclusivement féminin avec Maître Zoubida Assoul. Maître Zoubida Assoul, bonjour. Bonjour Hassan. Avocate et présidente de l'UICP. Aussi avec moi sur le plateau, mais ce n'est pas pour la première fois sur une émission de Radio M, Kenza Khatour. Kenza, bonjour. Journaliste maintenant à Radio M, qui va nous faire un compte-rendu de ce qui se passe sur le terrain des droits de l'homme. Et au téléphone, Tézili Mames, militante politique, signataire de NIDA 22. Tézili, bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, je suis très heureux d'avoir un plateau strictement féminin aujourd'hui. C'est la journée mondiale de la dénonciation des violences faites aux femmes. C'est un sujet qui est souvent un angle mort dans les sociétés comme les nôtres. Maranes Saktin, un contenu qui a précédé cette émission tout à l'heure, s'est consacré à cette question. Je voudrais avoir un point de vue de chacune d'entre vous sur cette question, rapidement. Merci pour l'invitation, Hassan. En fait, les violences à l'égard des femmes, ce n'est pas l'affaire que des femmes. C'est l'affaire de toute la société. C'est ça, d'abord, il faudrait qu'on se mette d'accord que les violences à l'égard des femmes et toutes les violences, physiques, sexuelles, verbales, harcèlement moral, inégalité, discrimination, tout ça, ce sont tous ce type de violence que toute la société devrait se mobiliser contre cela. C'est vrai que avoir une journée pour cela, elle est symbolique, mais en fait la lutte, elle doit être toute l'année et de la part de toute la société. Bien sûr, les femmes sont les premières à réagir puisqu'elles se sentent concernées directement, mais moi je considère que tous les hommes libres, tous les hommes, les humains, devraient rejeter toutes les formes de violence à l'égard des femmes, mais aussi les politiques des pouvoirs publics devraient quand même changer à l'égard de la femme, parce que si on se base sur la constitution algérienne, elle consacre le principe de l'égalité des citoyens devant la loi. Et les femmes sont des citoyennes à part entière. Et depuis la révolution du 22 février, je pense que tous les Algériens et Algériennes sont sortis pour réclamer justement la citoyenneté pleine et entière pour tous. كنت عرفنا عليك انت منذ ما التحقتي بنا الراديو ام اللي عندك التزام بقضايا الحريات بصفه عامه، لكن بالاخص قضيه حقوق المراه en particulier في قضيه المساس les violences faites aux femmes. Est-ce qu'il y a un progrès ces derniers temps? بون في الجمعيات النسويه والناشطات النسويات سي كلير كو راهم يخدموا في الميدان، راهم يحاولوا بوش عندهم كما يقولوا بلي مويان جو باوش كاين، راهم يحاولوا، ولكن كما نقولوا شانتي مازالوا كبير، مازال لازم نزيدوا نوعوا الناس، مازال سورتو يعني ما نشوفوش غير في المدن الكبرى، سورتو في المناطق يعني اللي ما راناش نشوفوها. المرأة تما بزاف محقورة، بزاف تعاني. وبمناسبة هذه تاع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، يعني كاين ناشطات نسويات، كاين جمعيات راهم بعثوا رسالة مفتوحة للسلطات والصناع القرار في البلاد. Je pense que il ne faut plus réagir, il faut agir دوكاتيك. مدوا لهم الحلول، جيسبر كو مدوا لهم مقترحات، واحد 6 مقترحات، جيسبر كو حيلقاو اذان صاغية وان شاء الله تتبدل الامور. Tézili, sur la même question, rapidement.
Oui, alors je voudrais pas répéter ce qu'elles ont dit, mais oui, globalement c'est une question, les violences faites aux femmes et toutes les questions d'égalité sont des questions qui ne concernent pas que les femmes, évidemment, elles concernent la société, mais elles concernent aussi l'État. Et sur ces questions-là, l'État, et nous avons l'impression que c'est vraiment la grande absente sur la question des réponses aux violences. Quand on évoque les violences faites aux femmes, ce n'est pas que la violence physique, ce n'est pas que la violence verbale, ce n'est pas que les violences sexuelles, mais il y a aussi la violence de la loi. Il y a des lois inégalitaires, notamment le Code de la famille et un tas d'autres lois inégalitaires dans les lois organiques du pays. Il y a des inégalités au travail, à l'accès au travail, à l'accès à la formation et à l'accès à l'université, etc. Donc c'est des questions que l'État et que le pouvoir public devraient prendre définitivement à bras le corps et pas que les questions de violence physique, même si on s'en occupe pas, on est en train de compter nos mortes tous les jours. Si vous voyez les campagnes, nous recensons les féminicides, mais où est l'État? Où est l'État? Nous ne voyons pas de propositions de la part de l'État, mais également de l'opposition. Hein. Il faudrait pas s'en cacher. La question est absente du débat politique. Alors, on a démarré sur une question de droit et de liberté. On va y rester. Je me faisais un point d'honneur dans chaque café presse politique. C'est pas toujours bien compris par le public qui suit le café presse politique de parler de la situation des droits de l'homme au début parce que nous avons toujours des détenus d'opinion. Nous n'avons tendance à l'oublier. Et la situation politique, pendant des mois, dans le Hirak, était marquée par la présence massive de détenus d'opinion dans les prisons en Algérie. Nous sommes à la fin de l'année 2020 et nous sommes toujours dans cette situation. Il y a toujours des procès, il y a toujours des procédures judiciaires, il y a toujours des condamnations. La dernière, celle dont on souhaitait parler en priorité aujourd'hui, c'était celle de Khenchla. On va en dire un mot dans un moment avec Kenza qui a assisté au procès Khenchla, ça fait une semaine. Le verdict est tombé hier, on en parlera. Mais auparavant, je voulais prendre des nouvelles de Khaled Drani. Vous l'avez vu il y a une semaine. Oui. Il se porte bien, ça va, il est en bonne santé. Ça, c'est ce qu'il nous dit. En tout cas, à chaque fois qu'on le voit, il est toujours égal à lui-même, souriant, avec beaucoup d'espérance que, quand même, qu'il puisse retrouver sa liberté. On a déposé en tant que collectif des avocats, après le pourvoi en cassation, tous les mémoires pour justement justifier le pourvoi en cassation contre la décision et sa condamnation à 2 ans de prison ferme. Nous attendons justement qu'il y ait le délai pour déposer une demande de liberté provisoire, puisque nous avons le droit. Mais on remarque aujourd'hui quand même que le Parlement européen a réagi sur justement la décision contre Khaled Drani en tant que journaliste, parce que d'ailleurs les gens qui ont initié ce projet de résolution sont déjà des journalistes, me dit-on, à travers la proposition. Députés européens. Des députés européens, bien sûr. Ils sont députés européens, ils sont du centre. Ce n'est pas les socialistes, c'est un groupe du centre. Et bien entendu, les libertés, la liberté de la presse font partie des libertés fondamentales qui sont consacrées par la Constitution algérienne. C'est pour ça que même nos partenaires à l'étranger ne comprennent pas qu'un journaliste puisse se retrouver en prison, condamné à 2 ans de prison ferme, comme c'est le cas de Khaled Drani ou le cas de Saïd Boudour, qui a été condamné justement à 1 an de prison en première instance. Donc c'est anormal, même si pour moi, je trouve que la résolution du Parlement européen quand même a été dans des considérations qui ne sont pas du tout d'actualité, comme le drapeau amazigh, comme les minorités ethniques ou les minorités religieuses et tout ça, c'est vraiment pas l'objet. Mais l'objet aujourd'hui, ce sont les libertés, ce sont les atteintes aux libertés qui sont consacrées par la Constitution algérienne. Mais je voudrais juste rajouter quelque chose, de dire quand même, parmi la classe politique, le seul regroupement qui continue à lutter pour les libertés,
C'est quand même le PAD, puisque le 10 octobre, nous avons annoncé la création d'un comité de suivi et de défense des libertés. Et nous avons fait un appel il y a 2 semaines de cela pour que ce comité puisse réunir l'ensemble des Algériens et des Algériennes qui veulent toujours lutter pour les libertés, toutes les libertés. Et donc, c'est une action sur le terrain qui va continuer justement à, non seulement à dénoncer, mais aussi à mobiliser les gens pour défendre les libertés. Alors, sur ces questions des libertés, évidemment, l'affaire de Yassine Mebarki est emblématique. C'est la plus lourde peine prononcée depuis le début du Hirak, et l'une des plus lourdes sur ces questions-là depuis très très longtemps. Il me semble ne pas en connaître d'équivalent. 10 ans de prison ferme en première instance pour une série de chefs d'accusation qui tournent en général autour de la liberté de conscience. انت غطيتي دونك الجلسه تاع الاستئناف. البارح شفتك بتستمتي كي شفتي بلي لابين هبطت العام شغل ارتحتي، لكن بعد ما استذكر الامر عندنا شفنا قلنا بلي يدوا باسي كومام انكور 10 موا دو بريزون. اكزاكتومون هكا في باطل. بون انا كي رحت الخنشله الناس كيفاش توصف الحكم تاع ياسين ميباركي سي الحقره، سي الظلم. ياسين ميباركي على حساب المحامي تاعو رمزي شخاب يقول باللي التهم مقسمه الى قسمين، قسم الامني والقسم تاع الدين. في الدين نشوفوا دي زاكوزاسيون ابسورد. عنده نشر صور ونشر صور وفيديوهات من شأنها زعزعة إيمان مسلم. دونك سي فريمون ابسورد. عندنا المساس بالمعلوم من الدين والإساءة إلى رسول الله. عنده تدنيس مصحف الشريف اللي ادعى عليها البراءة من الجلسة الأولى. عنده تحريض مسلم والضغط عليه من أجل تغيير دينه. سي فريمون ابسورد. عنده تانيت حيازة ذخيرة حربية، يعني 2 رصاصات لقوها في البيت تاعو كان مشبحها داوها. عنده تانيت نشر إدارة يعني صفحة فيسبوكية من شأنها زرع الفتنة والكراهية بين الناس. يعني في الإدانة وش بقى من هذه كل التهم هذه؟ برأته المحكمة من يعني بقاو 3 هي في نشوف ما نشوفوش أيدت البراءة على تدنيس المصحف الشريف، على تحريض مسلم على تغيير دينه، وعلى تانيت على المصحف الشريف، وعلى تحريض مسلم من أجل تغيير دينه، ونشر رسومات من شأنها يعني زعزعة إيمان مسلم. زعزعت الإيمان تاع المسلم. انت اللي اتصلتي بالعائله تاعو بعد اكيد بعد ما غاديش اتصلتي؟ يعني مازالهم ما اتصلت بالمحامي تاعو، قال باللي يعني حياخذوا اجراءات ويعاودوا يحاولوا يزيدوا يخرجوا. لا كيسيون كي سي امبوزي في البروسي هذاك كي راحت غطاتو الزميله تاعنا، سيتي كو يافي لا غروند ابسونس دي ténors du barreau d'Alger. Les ténors du barreau d'Alger, pas seulement eux, il y en a d'autres ailleurs d'ailleurs, des ténors dans d'autres bâtonnats. Et il semblerait que ce soit un malentendu ما بين العائله تاع المتهم، ما بين les journalistes في خنشله. Et le mot d'ordre est passé باللي il faut peut-être pas venir le soutenir, ça risque de lui porter plus préjudice qu'autre chose. Et شحال كانوا les avocats juste في البروسي on appelle؟ كان رمزي شخاب وهاشم ساسي فقط pour une peine de 10 ans. Pour une peine de 10 ans. Ouais. Nous les journalistes, on était très choqués par cette situation, mais il semblerait que كان فيه تلاعب، ما فهمناش exactement ce qui s'est passé. ما احنا ما فهمناش الحقيقه. لما ميباركي صدر ضده الحكم الاول ب10 سنوات، انا شخصيا كنت اعلنت فيها مباشره، واعلنت التضامن تاعي واستعدادي اني نروح نرافع على ميباركي. وكاين بعض الزملاء يعني نقدر حتى نذكرهم لكم من مجلس من نقابه بجايه، من نقابه العاصمه، كنا معولين نروحوا. المشكلة أنه نهار المحاكمة تاعو أمام المجلس، أمام الاستئناف، كانت طاحت مع نهار المرافعة تاعنا في طلب الإفراج تاع رشيد نكاز. أنا شخصيا اتصل بي الزميل شخاب
وقال لي استاذه الى تجي، قلت له نبعث لك رساله تاسيس، اجلوا لي على اسبوع ونجي نرافع عليه، ما كان حتى مشكل. والعديد من الزملاء يعني ابداوا الاستعداد تاعهم من تيزي وزو، من بجايه ومن العاصمه باش يروحوا يرافعوا. ولكن يبدو من بعد فهمنا احنا باللي قالوا باللي العائله تاعو ما يحبوش المحامين اللي راهم يرافعوا من اجل الحريات، يقولوا باللي لا عندهم ضمانات احسن انهم يرافعوا عليه المحامين تاعو اللي راهم تما سور بلاس. هذا هو الشيء اللي صرا، ماشي احنا اللي تنازلنا عليه، احنا بدينا الاستعداد. ودائما احنا ما نفرقوش بين اي معتقل راي كل سواء في خنشله ولا في الصحراء ولا في الغرب ولا في الشرق ولا في الوسط ولا من اي فئه يكون. أي واحد تم سجنه من أجل رأيه، من أجل موقفه السياسي، من أجل مبادئه ولا مواقفه، ندافع عليه. هذا المبدأ تاع هيئة الدفاع تاع يعني المسجونين تاع الرأي. أنت ظهر في التحقيق تاعك الروبورتاج تاعك كنت في خنشة باللي ما كانش فيه أمر من العائلة باش ما يجوش أمر من العائلة، وكونتخيغ العائلة تاعو رحبت يعني بجميع يعني المحامين باش يتأسسوا في قضية ياسين مباركي. وهذا ما أكده يعني المحامي رمزي شخاب اللي راح شاف ياسين مباركي يوم 4 نوفمبر. قال له يعني أنا الناس اللي تشوف باللي أنا مظلوم يعني تتأسس عادي. وكانوا مم محامين بعثوا يعني رسائل تأسيس، ولكن للأسف يعني قاضي الغرفة قاضي محكمة مجلس رئيس تاع الجلسة يعني كان رفض تأجيل تاع المحاكمه. وانا شفت نيت ماشي غير المحامين اللي ما كانوش حاضرين يعني نهار المحاكمه، حتى الصحفيين يعني كانت غير راديو ام اللي كانت حاضره يعني في خنشله من اجل تغطيه المحاكمه. وهذا الشيء يعني انا استغربت منه، الوغ كو في محاكمات واحد اخرين كنا نشوفوا يعني عدد كبير من الصحفيين يروحوا يغطيوا ويحاولوا يجيبوا يعني اكبر عدد ممكن من المعلومات حول الملفات هذوما. Tizeli, tu as souhaité intervenir sur cette question pour qu'on puisse avancer dans le café presse politique. En un mot, 10 ans, on passe à une année, il y en a beaucoup qui ont jugé que c'était un soulagement. En fait, ce n'en est pas un, parce que le dossier est complètement vide et Yassine Benbarki va passer 10 mois de plus en prison, une année. Évidemment, un citoyen ne devrait pas passer une journée en prison pour ses opinions, mais ce n'est pas ce que je souhaitais commenter. Moi, je souhaitais plutôt revenir sur les accusations et sur les chefs d'inculpation et sur ce pourquoi il a été condamné. Donc, c'est des délits d'opinion absolument clairs, mais je voulais aussi attirer l'attention sur قانون التمييز الجديد تاع mai 2020. Donc il a été condamné sur cette base. En fait, les gens ne savent pas forcément que les 10 ans qu'il a eu et les 10 millions de dinars sont la condamnation par rapport à ce chef d'inculpation là, qui prévoit une peine aussi lourde, avec un l'article 34 de la loi parue au mois de mai, mais complètement vague, qui est laissé à l'appréciation des gens qui veulent accuser. Donc ça parle de régionalisme, ça parle de enfin, on va le dire comme ça, il est condamné par l'Algérie nouvelle de Abdelmajid Tebboune. La haine, karahia, etc. Voilà. Mais مواد مطاطية كما يقولوا اللونغاج تاع المحامين. Je pense que Madame Assoul, Maître Assoul peut nous en dire plus sur cela, mais c'est vraiment très très violent. C'est des articles de loi qui peuvent nous envoyer en prison, vous et moi, pour n'importe quel propos. Oui. Concernant une région d'Algérie ou des Algériens. Donc c'est quelque chose de très très dangereux et nous ne sommes pas suffisamment sensibilisés par rapport à cette question-là. J'ai l'impression qu'on ne se focalise pas suffisamment sur l'essentiel. Il y a des nouvelles lois encore plus, alors que nous sommes en train de réclamer comme préalable et comme etc. L'abrogation des lois liberticides, il nous ajoute encore des lois liberticides et qui précipitent encore la répression. C'est encore une fois avec Qanun al-Uqubat qui existe déjà et qu'on connaît et ces nouvelles lois-là, c'est encore la répression par la force de la loi. Merci Tizeli. Juste une question de tendance. On a eu dans la même semaine, il y a ce jugement à Khenchela. Il y a la relaxe de Khaled Tazarat à Aqbou, donc on appelle.
Il y a eu aujourd'hui le procès ce matin des militants de Rage qui étaient en liberté provisoire, qui sont aujourd'hui en délibéré. Quelle est la tendance? Est-ce qu'il y a un apaisement ou est-ce qu'on n'en sait rien en réalité? On n'en sait rien en fait, on n'est pas si proche des gens qui décident, mais enfin il y a des tendances quand même qui se dégagent. On aimerait bien que ce soit la tendance justement de l'apaisement, parce qu'on n'a pas trop le choix. L'Algérie ne peut pas encore supporter d'autres crises ou encore compliquer encore davantage les crises que nous vivons, la crise de la pandémie, la crise qui a engendré de toutes les manières la pandémie, qui a engendré une crise économique aiguë, la crise sociale et tout ça. On n'a pas envie encore de vivre d'autres crises. Mais j'ai envie aussi de rebondir sur la question des chefs d'inculpation. En fait, les derniers amendements du Code pénal depuis le mois de mai passé, le mois de juin, et ce que nous vivons actuellement, et notamment les chefs d'inculpation pour Mebarki, en fait, nous avons une constitution qui consacre le principe de la liberté d'opinion, la liberté de culte et la liberté de conscience. Comment peut-on légiférer aujourd'hui des articles dans le Code pénal qui sont anticonstitutionnels? Parce qu'un droit qui a été consacré par la Constitution, aucun texte de loi ne peut aller à l'encontre de ce principe consacré par la Constitution. Alors qu'aujourd'hui, nous voyons avec un garde des Sceaux, en plus, qui est là, qui est de surcroît un ancien magistrat, un ancien procureur général, qui se permet quand même de faire des amendements qui sont en totale contradiction avec les principes et les libertés énoncés dans la Constitution. Donc, pour moi, tous ces amendements-là, d'abord, ce sont des amendements anticonstitutionnels pour la simple raison, on ne peut pas aujourd'hui poursuivre un citoyen algérien parce qu'il a utilisé une liberté qui lui a été consacrée clairement et d'une manière franche dans la Constitution. Et tout texte de loi qui doit être contraire à la Constitution, il doit être amendé et pas l'inverse. Ce n'est pas aujourd'hui les textes de loi ou la Constitution qui doit s'adapter aux lois. Le gouvernement actuel, j'ai l'impression qu'il est en train de faire le sens inverse de la hiérarchie des textes de loi, parce que c'est la Constitution, la loi fondamentale, et toute autre loi doit être conforme aux principes et aux libertés consacrées par la Constitution. Donc pour moi, c'est une déviation juridique et une déviation constitutionnelle. Ça aurait dû être le Conseil constitutionnel qui aurait dû s'emparer de cette question-là, de la conformité des lois et des amendements de loi avec la Constitution. Il ne le fait pas. Autre chose qu'il ne fait pas et qu'il ne fera probablement pas, c'est de s'autosaisir sur la situation de la vacance présidentielle. Nous sommes dans un cas de vacance présidentielle puisque nous n'avons toujours pas de nouvelles de Abdelmadjid Tebboune depuis des semaines. Alors j'ai envie de dire à Tizili Mamès, militante politique et membre signataire de NIDA 22, est-ce qu'un espace de débat comme NIDA 22 a intérêt à l'application de l'article 102 qui nous amènerait à un processus de type constitutionnel et élection présidentielle dans 45 à 60 jours? C'est une colle, hein? Ouais. C'est une colle, Tizili. C'est une colle, donc je vais répondre en tant que Tiziri Mamès et non pas en tant que NIDA 22, mais je pense que mes collègues et camarades vont partager mon... On va poser, je vais te mettre à l'aise, je vais te poser la question autrement. Oui. Dans le contexte algérien, on a raté une ouverture à l'été 2019. On aurait pu avoir une transition pactée, négociée et ne pas faire des élections présidentielles dans le cadre de la Constitution, de la façon dont Ahmed Gaïd Saleh l'a finalement imposé. Aujourd'hui, est-ce que s'il devait se confirmer qu'il n'y a pas possibilité de reprise de fonction, j'ai tout à fait saisi. Qu'est-ce qui est le mieux? Je vais vous répondre. Je pense que la crise est une crise de pouvoir. Ce n'est pas à nous de leur proposer des solutions. C'est une question de principe, de base. Ce n'est pas à nous de leur poser les solutions sur la table. Ça, et autre chose, est-ce que la solution dans le cadre de la Constitution a été une solution à la crise telle qu'il l'appelle Homa? Tu as posé une question, je peux te répondre. S'ils avaient choisi un meilleur casting que celui qu'ils ont... Moi, ça n'engage que mon point de vue. J'ai toujours considéré qu'Abdelmadjid Tebboune, c'était peut-être le pire des castings pour Gaïd Saleh. Ils auraient pris un président jeune. Ils auraient pris Ali Benflis. Comme président.
ils auraient divisé le Hirak. Parce qu'Ali Bouflis proposait une transition plus ou moins avec une constitution semi-présidentielle, etc. Est-ce qu'ils n'auraient pas plutôt réussi? Non. Ce n'est pas une question de personne, Ihsan. Ce n'est pas une question de casting, ce n'est pas une question de personne. C'est un système qui veut garder la main mise sur absolument toutes les institutions, sur son mode de fonctionnement et sur sa capacité à se régénérer. Donc, il ne va pas aller dans une solution où on va où on va lui dénuer cette capacité-là de se renouveler son élite politique, de se replacer dans l'échiquier convenablement. La solution, clairement, aujourd'hui, je pense que même ceux qui ne l'avaient peut-être pas compris à ce moment-là, aujourd'hui, ne peuvent que le comprendre. La solution ne peut absolument pas être dans le cadre constitutionnel. C'est une crise politique. Il faut apporter des réponses politiques qui, dans le cas de l'Algérie, ne se trouvent pas dans la Constitution, ne se trouvent pas dans les manuels. La question doit être réfléchie, elle doit être concertée et elle doit être aussi à terme négociée. Sinon il n'y aura pas de solution. Vous voyez bien que l'élection de M. Tebboune n'a pas réglé le problème. Ni régler les problèmes, ni régler le problème politique et la crise de confiance entre les Algériens, entre les gouvernés et les gouvernants, ni régler les problèmes du pays, tout secteur confondu. Avant de demander le point de vue de Zoubida Assouli, éventuellement de l'UCP et, s'ils en ont parlé, du PAD, sur cette question-là, quel serait le premier réflexe du système dans un contexte comme ça? Est-ce que ce serait d'activer le 102 ou d'obtenir une démission du président pour ne pas le faire passer par le 102 qui est toujours un peu humiliant? Ou est-ce qu'il y a des indicateurs qui laissent penser que pour une fois, on va peut-être envisager une solution qui n'est pas la solution d'application de la Constitution fermée telle que ça a été en 2019? Il faudrait d'abord que le système en place comprenne que la crise en Algérie est une crise politique. Il faut l'admettre. La deuxième des choses, la solution ne se trouve certainement pas dans encore renouveler ou refaire des élections. Parce que si les élections pouvaient régler la problématique ou la crise profonde que traverse l'Algérie, qui est une crise du système en place, mais ce n'est pas la crise des hommes. La preuve en est, c'est que Bouteflika est parti, mais le système est toujours là. On n'a qu'à voir comment il gère le problème ou la crise de santé du président de la République. C'est le même système, c'est les mêmes réflexes, c'est les mêmes mensonges, c'est la même opacité, aggravée par l'incompétence aujourd'hui qui est flagrante. Pour moi, personnellement, je pense que s'il y a des gens qui ont encore on va dire, le souci de l'intérêt de l'Algérie. Parce que si on veut régler et on veut s'intéresser pour sauver l'Algérie, il va falloir aller vers la solution politique. Revenir à la case de départ et l'article 102, même dans le cas de la démission, parce que même si le président démissionne, tu es en face de l'article 102. Et si tu es en face de l'article 102 de la Constitution actuelle qui est toujours en vigueur, tu vas te retrouver aussi en face d'un président du Sénat qui est lui-même intérimaire. Qui n'a pas été élu, mais plutôt il a assuré l'intérim depuis le départ de Ben Saleh, qui lui-même avait assuré l'intérim en 2019. Donc, on est en train de parler de Salah Goudjil. Oui, Salah Goudjil. Donc aujourd'hui, le Conseil constitutionnel, qui normalement, constitutionnellement, devrait, après tant de semaines d'absence, du chef de l'État. Absence est égale pour moi en tant que juriste, en tant que politique. Ça veut dire que le président n'est pas en train d'assumer ses responsabilités constitutionnelles. Donc entendons-nous bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent aujourd'hui à nous dire oui, il va revenir. Peu importe, on lui souhaite prompt rétablissement. Mais s'il revient, est-ce qu'il est capable d'assumer ses responsabilités? D'autant plus que la Constitution qui l'a emmené au pouvoir concentre absolument tous les pouvoirs entre ses mains. Aujourd'hui, ni le Premier ministre, ni quelqu'un d'autre ne peut arbitrer, ne peut prendre des décisions, ni des nominations, puisque tous les pouvoirs sont entre les mains du président de la République. Donc le pays est bloqué. Le blocage est là. Donc aujourd'hui, qu'il démissionne ou qu'il parte ou qu'on applique l'article 102, ça ne réglera pas le problème. D'autant plus que si on devrait appliquer aussi l'article 102, on va se retrouver dans la même situation, aujourd'hui aggravée par la pandémie. Est-ce que le pays peut aujourd'hui, dans une telle situation, organiser encore une consultation
populaire. C'est pas possible. Sur le plan financier aussi, quand on voit la loi de finances, quand on voit comment elle a été faite, copier-coller de la loi de finances de 2020, et on l'a reproduit c'est pas le pire des problèmes, non, c'est pas le pire, Madame mais Assou. non, moi je parle parce du politique. On n'aura pas imprimé beaucoup de bulletins vu que les Algériens vont encore probablement boycotter une élection fermée. Mais certainement, j'allais y venir. De toutes les manières, même la dernière consultation, quand on voit le résultat du référendum du 1er novembre, on a bien vu la réponse de la majorité écrasante des électeurs et des électrices a été sans appel. C'est-à-dire tourner le dos à ce processus de changement de la Constitution ou de révision constitutionnelle. Pourquoi ? Parce que de toutes les manières, le peuple a compris que le problème n'est pas un problème autant d'hommes, même si les hommes ont leur importance dans le choix de ces hommes-là. Tu ne peux pas faire du neuf avec les mêmes gens qui ont une responsabilité politique assumée. Dans le bilan du bilan de Bouteflika, des 20 années de règne de Bouteflika, tu ne peux pas faire de ces gens-là la nouvelle Algérie dont ils parlent. En plus, aujourd'hui, tu ne peux pas organiser des élections, ils vont rien régler. Donc pour moi, la seule perspective qui pourrait être intéressante pour l'Algérie et pour régler définitivement, on va dire, la crise, c'est d'aller vers la solution politique concertée. C'est-à-dire ouvrir des consultations politiques, aller vers une période de transition qui inclut tout le monde, et à ce moment-là, on discutera des mécanismes, des voies et moyens de la période de cet assainissement, et à ce moment-là, on pourra revenir à des élections quand les conditions nécessaires sont réunies. Tézélie Mamès, Zoubida Assoul vient d'évoquer ce qui serait le scénario vertueux, hein, ce serait celui donc de l'ouverture d'une solution politique et d'une concertation inclusive, absolument, parce qu'on ne peut pas résoudre la crise dans le cadre de la Constitution actuelle. Mais moi, j'aimerais avoir ton avis sur ce qui risque d'être probablement le premier réflexe du régime. C'est-à-dire peut-être celui d'essayer d'attendre que Abdelmadjid Tebboune retrouve ses moyens ou alors faire une période de transition avec le président par intérim du Sénat, on l'a évoqué tout à l'heure, Salah Goudjil, un peu dans le scénario de 2019 ou alors, autre scénario possible, faire l'équivalent du 4e mandat. Ce n'est pas exclu de faire l'équivalent du 4e mandat avec un président affaibli. Oui, absolument. C'est une option qu'on est obligé de regarder. Absolument, oui. Ils sont tout à fait capables, quand on voit leur manière de gérer la maladie du président aujourd'hui. C'est exactement le même, c'est les mêmes schémas, c'est la même manière avec laquelle ils ont géré la maladie de Abdelaziz Bouteflika. C'est exactement la même chose. Donc ils sont capables d'aller dans toutes les options que vous avez énumérées, et surtout aujourd'hui, nous, de l'extérieur, notre lecture politique, c'est que eux ne sont pas encore positionnés sur une solution. Et tout à l'heure, vous évoquiez la répression. Est-ce un indicateur? Est-ce qu'ils sont en train de prévoir d'aller vers de l'apaisement ou pas? Ils sont en train de jouer le chaud et le froid, l'épuisement, l'ascenseur émotionnel, on le voit comme ça. Mais au fond, ça peut être tout à fait le signe que ils ne sont pas d'accord. Il n'y a pas de cohérence entre les personnes qui décident. Donc eux-mêmes, je pense que eux-mêmes ne savent pas vers quelle voie aller. Maintenant, est-ce que pour nous militants opposants, ça change quelque chose au niveau de notre cohérence politique à nous, finalement? Oui. Je ne pense pas. Oui. Alors, on va pouvoir revenir sur cette question de la cohérence politique. La solution est d'aller vers un processus constituant. Nous savons que la solution serait la concertation, serait le consensus national véritable. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons créé NIDA 22, pour qu'il soit un espace de débat et un espace de consensus le plus inclusif et le plus large possible. Parce qu'aujourd'hui, il faut que nous commencions à discuter cette transition véritablement, parce que, in fine, elle va s'imposer à elle-même, y compris pour ces gens si tentés qui veuillent être raisonnables à un moment. Alors, pour qu'on soit d'accord,
s'il y a un mot qui est revenu au devant de la scène politique depuis le 1er novembre, depuis le camouflet qu'a pris le régime avec le boycott populaire du référendum constitutionnel, depuis que le président est malade et absent, c'est bien le mot transition qui est revenu au devant. Mais il est aussi revenu dans la bouche du président Macron, dans un entretien avec le Jeune Afrique, mais on a bien compris qu'il avait un autre contenu, puisque lui faisait de Abdelmadjid Tebboune le partenaire qui, avec courage, était en train de conduire cette transition-là. Ça a suscité une réaction chez l'UCP et chez sa présidente, Zoubida Assoul. Tu nous en dis un peu plus? Oui, ce qui est incompréhensible à mon sens par rapport à un chef d'État français qui, lorsqu'il est venu le 6 décembre après son élection à la tête de l'État français, c'est que lorsqu'il est venu le 6 décembre 2017, il avait dit moi, je ne suis pas un otage du passé. Je veux ouvrir une nouvelle page. Je veux regarder l'Algérie comme un partenaire d'égal à égal, mais aussi il a envie de regarder l'avenir. Donc, quand on regarde depuis l'élection, enfin depuis l'arrivée de Abdelmadjid Tebboune au pouvoir, je pense que le président français était très frileux pour le reconnaître au départ. Vous vous rappelez de ses réactions, d'ailleurs, qui a suscité la réaction de M. Abdelmadjid Tebboune en disant « c'est pas lui qui m'a élu, c'est le peuple ». Et qu'aujourd'hui, de surcroît, il réagit lorsque Abdelmadjid Tebboune étant hospitalisé, et certainement qu'il est bien informé de son état de santé, en tout cas mieux que nous, les Algériens. On n'est pas très informé sur l'état de santé réel du chef de l'État, mais en plus, il s'immisce dans nos affaires intérieures pour nous dire je l'aiderai avec toutes mes forces, tous les moyens que j'ai, et que c'est Abdelmadjid Tebboune dans la transition. Alors, je ne comprends pas de quelle transition il parle, parce que Abdelmadjid Tebboune, à son arrivée, il a dit la période, si vous vous rappelez, il a fait une réunion avec les walis, avec tous les responsables de l'État. Il avait dit les gens qui attendent encore la transition, terminer les périodes des transitions. Il l'a dit clairement. Il a tourné le dos à toutes les revendications du Hirak. Le Hirak avait toujours dit qu'on est pour un dialogue, on est pour une solution politique concertée. Et le Hirak a toujours été raisonnable dans ses demandes. Ce n'était pas quelque chose d'irréalisable, bien au contraire. Donc, moi, j'ai considéré en tant que présidente de l'UCP que c'était une ingérence directe, parce que ce n'est pas au président français de nous dire qu'est-ce que nous devons faire avec le chef de l'État, mais aussi, il n'avait surtout pas le droit de dire que les Algériens n'ont pas demandé cela. On va poser la question autrement quand même. Oui. Si le président Macron avait tenu le même langage que le Parlement européen, pour dire que, par exemple, le président Tebboune devrait écouter le peuple algérien qui est demandeur de changement et respecter les droits de l'homme et s'engager avec lui dans la voie des revendications du Hirak, etc. Est-ce que l'UCP, est-ce que Karim Tabou, qui a parlé de contre-révolution dans le cadre de l'utilisation du mot transition, mais cette question, je devrais la poser plutôt à Karim Tabou, est-ce qu'on aurait vilipendé de la même manière Macron pour son intervention? Non, je pense, nous, en tant que politique, depuis le départ, on l'avait dit, l'UCP, vous vous rappelez bien que depuis le mois de mars 2019, on avait proposé une feuille de route de dialogue national inclusif et d'une période d'assainissement qui permettrait à l'Algérie de réunir les conditions pour aller réellement vers un retour vers la normalisation, mais surtout la construction des institutions. Aujourd'hui, on se rend compte que dans notre pays, les institutions ne fonctionnent pas. Elles sont bloquées. La preuve en est, c'est que même le Conseil constitutionnel, qui, constitutionnellement, il devrait se réunir pour au moins s'informer sur l'état réel, l'état de santé du président, il ne le fait pas. Donc, les institutions sont bloquées. Donc, moi, dans tous les cas, je n'admets pas, je n'accepte pas l'ingérence de qui que ce soit. D'autant plus qu'on est un pays souverain. Aujourd'hui, les nouvelles générations qui sont sorties, le peuple qui est sorti depuis le 22 février 2019, il est clair qu'il sait ce qu'il veut. D'ailleurs, M. Macron, quand il a eu un bain de foule à Alger le 6 décembre 2017, des gens lui ont demandé le visa. Il leur avait dit le visa n'est pas un projet de vie.
effectivement, les Algériens, il faudrait qu'ils comprennent, M. Macron, que les Algériens qui sont sortis depuis plus d'un an maintenant dans une révolution pacifique ont choisi justement leur projet de vie. C'est construire l'état de droit, c'est construire la démocratie, c'est construire l'indépendance de la justice, c'est le pays des libertés. Voilà le projet des Algériens que les Algériens réclament. C'est pour ça que dans tous les cas, moi personnellement, j'ai toujours été défavorable à toute ingérence, d'où qu'elle vienne d'ailleurs, pas uniquement des Français, ni des Américains, ni de qui que ce soit, ni des pays arabes. Le problème aujourd'hui est algéro-algérien et je pense que le peuple a prouvé, et même l'élite politique, elle a prouvé qu'elle était capable de proposer des sorties de crise, des feuilles de sortie de crise, sauf que nous sommes en face d'un système qui a raté à plusieurs reprises les occasions justement pour régler et pour faire ce saut qualitatif vers la construction d'un État basé sur les institutions et non pas sur les individus. Aujourd'hui, après le départ de Abdelaziz Bouteflika, on se retrouve à la case de départ, Ihsan. Nous sommes toujours en train d'attendre et tout le peuple algérien et toute l'Algérie est suspendu à l'état de santé de Abdelmajid Tebboune. Est-ce normal ? Ce n'est pas normal. Si on avait des institutions qui fonctionnaient normalement, si on avait un système équilibré, s'il y avait une réelle séparation, s'il y avait une justice indépendante, on ne serait pas dans cet état. Abdelmajid Tebboune, à ces conditions-là, ne serait même pas président de la République. Et bien voilà. On aurait eu des élections libres. Exactement, on aurait eu des élections libres. Tézéri Mamès, dans la même phrase, Emmanuel Macron, parce que ça va nous permettre de reparler de nos problèmes domestiques, dit le Hirak existe toujours sous une autre forme. Il ne s'est pas arrêté, il existe toujours. Bon, on a dû quand même lui rappeler dans son entourage qu'il existait toujours. Pour ajouter un peu plus loin qu'il y avait aussi, dans la ruralité algérienne, un besoin de stabilité. Alors, ça met sur le même pied d'égalité 25% de ruraux, entre guillemets, et ceux qui sont pour le changement. C'est un peu caricatural de ma part, mais ce serait un peu cela l'idée. Est-ce que c'est la faute quand même du Hirak de ne pas savoir montrer qu'il est porteur d'une alternative, qu'il est puissant et que rien ne peut se faire sans lui, au point où dans une capitale où on est supposé bien connaître les affaires algériennes, on peut se tromper sur la réalité du terrain en Algérie. Est-ce que ce n'est pas finalement la faute du Hirak ? Pourquoi ça serait la faute du Hirak ? Parce qu'il laisse les gens penser qu'il a déjà perdu. Quelque part, et surtout quand vous me posez la question suite à une déclaration au mieux maladroite de Macron et au pire une ingérence absolument infâme dans nos affaires finalement. Donc je ne sais pas ce que M. Macron pense connaître de la ruralité algérienne et de ce qu'il veut nous décrire comme un conflit entre la ruralité et la capitale. On se demande où il a lu ça et qui le conseille. Mais est-ce la faute du Hirak ? Non, absolument pas du tout. Sur cette question déjà, depuis, on n'a jamais vu les Algériens aussi unis de toute l'histoire de l'Algérie, que ça soit dans sa ruralité, dans ses villes, dans ses montagnes, que avec le Hirak. Voilà, on a perdu Tézéri Mamès, si on peut la récupérer rapidement. Alors, je vais peut-être avancer dans la question. L'alternative, on a le sentiment, j'ai vu un peu, hier j'ai eu le plaisir d'écouter l'ambassadeur de France à Alger, François Gouillette, expliquer un petit peu ce que entendait dire le président français sur cette question en Algérie. Dans les commentaires qui se sont déroulés, on a certains commentaires qui nous disent c'est normal qu'on parle de l'Algérie comme ça, qu'on parle du Hirak comme ça, et qu'on pense qu'Abdelmajid Tebboune est un partenaire qui peut faire la route en représentant l'Algérie, etc., avec les partenaires étrangers, parce que le Hirak n'est pas porteur de projet politique, ce n'est pas une alternative. Voilà, c'est quelque chose qui, à la fin de 2020, continue à être dit. Alors, l'UCP est dans le PAD. On écoutera, j'espère, tout à l'heure Tézéri sur une autre partie de la mobilisation des élites politiques pour prolonger le discours du Hirak. Mais pourquoi ça reste ? Pourquoi ça persiste, cette idée qu'il n'y a pas de projet d'alternative ? Moi, je pense qu'il y a des gens qui font dans la désinformation, mais aussi dans l'esprit de dire que toujours le Hirak n'a pas présenté d'alternative. Si on prend toutes les revendications qui ont été exprimées pendant le Hirak, pendant au moins une année et demie,
Donc on a bien vu les demandes du Hirak. C'est rupture avec le système, c'est aller vers un dialogue national inclusif, c'est changer le système de gouvernance, c'est aller vers l'état de droit, c'est aller vers l'état des libertés, c'est aller vers une justice indépendante, ne serait-ce que cela. Ça, c'est un dénominateur commun, Ihsan, qui a été clairement affiché, et même la période d'assainissement et de transition a été demandée par le Hirak. On était dans le Hirak depuis bien le début jusqu'à sa fin. Donc on ne peut pas dire que le Hirak n'a pas présenté une alternative. Maintenant, on revient aux politiques qui, il ne faut pas oublier que le Hirak, ce sont des manifestations, en tout cas si on parle des manifestations pacifiques. Les manifestations sont une forme d'expression et de pression sur le pouvoir pour dire qu'on ne veut plus de ce système. Ça, c'était clair. Maintenant, les politiques, effectivement, dans la classe politique, vous avez plusieurs catégories de partis politiques. En tout cas, les partis politiques, que ce soit l'UCP que je préside ou le regroupement des partis politiques, société civile, les collectifs, les personnalités qui sont dans le PAD, depuis le départ, depuis sa création le 26 juin 2019, on n'a pas cessé de dire qu'il faut aller vers un processus constituant, c'est-à-dire aller vers le dialogue national, inclusif, aller vers un débat de fond. Est-ce que c'est pas dépassé, tout ça? Non, c'est pas dépassé, c'est toujours Est-ce que c'est les bambous par lesquels on peut reprendre une feuille de route politique aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas une urgence qui vient avant? Dans le contexte où on est, pas de président, un gouvernement qui n'a plus aucune autorité, aucune crédibilité. Le gouvernement Djerad, c'est un cadre politique. Surtout qui ne peut pas. Qui ne peut pas, on est d'accord. Voilà. Mais est-ce qu'il ne faut pas mettre à jour la feuille de route? Non, politique. Écoutez, mettre à jour, on est tous là en politique, rien n'est figé. Rien n'est figé. On évolue en fonction de l'évolution de la situation. Bien évidemment, en politique, rien n'est déterminant, rien n'est tout à fait irréversible. On peut évoluer avec l'évolution. Donc aujourd'hui, il y a une nouvelle donne. C'est que ce président, il n'a pas encore terminé son année, il n'est pas là. Il a initié un projet d'amendement de constitution, il est suspendu. On attend quand est-ce qu'il va être promulgué par une loi, ce que prévoit la Constitution, et aussi vous avez un gouvernement qui est inopérant. Donc aujourd'hui, ça c'est une nouvelle donne, effectivement. Maintenant, bien sûr, il nous appartient tous, en tant que politique, en tant que société, en tant que toutes les initiatives sont les bonnes pour aujourd'hui dire il faut faire une proposition justement d'une offre politique. Mais seulement, Ihsan, quand tu fais une offre politique, nous sommes deux parties dans cette affaire-là. Vous avez le pouvoir en place et vous avez la classe politique ou le Hirak ou la société civile ou tout le monde. Les Algériens qui sont toujours des militants pour le changement. Il faut d'abord qu'il y ait aussi quelques signes de la part du pouvoir qui montrent qu'il a une volonté d'accepter d'aller vers ce dialogue. À ce moment-là, bien sûr, les offres peuvent évoluer et il n'y a aucun problème. D'ailleurs, le PAD, il reste ouvert. Mais seulement la priorité pour nous aujourd'hui, d'ailleurs, le PAD a initié justement ce comité de défense des libertés. Parce que les libertés, on ne peut pas parler d'une solution politique quand vous avez encore des activistes du Hirak, quand vous avez des journalistes, quand vous avez des politiques qui sont encore en prison. Et tout le monde sait que ce sont des poursuites purement politiques, ce sont des poursuites qui ont été dans le cadre d'un règlement de compte d'un pouvoir qui à moitié n'est plus là, donc le feu Gaïd Salah n'étant plus là, normalement on devrait toutes ces questions, toutes ces affaires-là devraient trouver leur solution rapidement, le plus rapidement possible, au moins pour donner un signe à la fois aux Algériens, mais aussi à la classe politique qui n'a pas cessé depuis plus d'un an d'appeler à une solution politique, que ça sera un signe d'aller vers une ouverture. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, si on fait, encore une fois, appel à la raison et à l'intérêt de l'Algérie, à la stabilité réellement de l'Algérie, il faut aller vers la solution politique concertée. On n'a pas d'autre choix. Donc, elle peut avoir les formes, ça peut se discuter, les mécanismes, ça peut se discuter, mais l'essentiel, c'est qu'il y ait cette volonté politique. En tout cas, nous l'avons. Et nous appelons de tous nos voeux et nous continuons à appeler pour la solution politique. Alors, Tizeli Mames, l'espace Nida 22, c'est un espace où c'est plutôt des hirakistes de l'intérieur du pays, des figures du Hirak un peu partout, des figures nationales aussi, de la diaspora, qui l'animent, qui se sont mis ensemble dans un grand réseau pour essayer d'animer un débat sur quelle issue, quelle feuille de route. Mais on a le sentiment quand même que le calendrier s'est emballé avec cette situation depuis le 1er novembre. Et donc, le diptyque échec du référendum et maladie du président, est-ce que
qu'aujourd'hui, Nida 22 il n'est pas déjà sous pression parce qu'il doit proposer quelque chose. Les Algériens attendent de lui qu'il propose quelque chose dans un contexte où on ne sait plus où on va et où l'impasse politique est quasi entière. Écoutez, ce qu'attendent les Algériens, les Hirakistes, les militants, les opposants de Nida 22, c'est ce que Nida 22 a finalement proposé. C'était dans l'annonce de l'initiative. C'est un espace de débat pour construire une feuille de route avec la plus concertée possible et la plus inclusive possible. Donc c'est ça que nous proposons, c'est ça que les gens attendent. Alors oui, l'agenda effectivement s'emballe, mais nous sommes en train de suivre, nous sommes en train de travailler, et je ne suis pas d'accord. Je reviens à la question de tout à l'heure quand vous dites que finalement le Hirak n'a pas proposé, parce que ça c'est un déni. C'est un déni de la réalité première, et qui est celle que si. Tézéli, tu as dit à un moment donné dans cette émission, c'est pas à nous de leur proposer des solutions. C'est resté, donc voilà. Au pouvoir, non, le pouvoir, ce n'est pas à nous. Là, pour l'instant, on est en train de parler du Hirak, des Hirakistes et des opposants. Il faut d'abord que la solution soit discutée entre nous avant de pouvoir parler. D'accord. Je donne un exemple pour être dans le détail quand même, parce que j'imagine que ça intéresse nos amis auditeurs. Oui. En gros, le Hirak, une partie du Hirak, par exemple la conférence de la société civile le 15 juin 2019, proposait une transition avec une instance qui dirige la transition et que ça se fasse en dehors de la Constitution. Aujourd'hui, est-ce que cette proposition-là peut revenir et être portée par Nida 22 avec des personnalités qui dirigent la transition, puisqu'on est en dehors de la Constitution, ou alors, comme l'a proposé Mohsen Blabas ici, il y a 15 jours, aller directement à une conférence nationale qui inclut tout le monde pour essayer de trouver une solution. Est-ce qu'on a fait un peu le tri entre ces propositions-là? Ou alors, autre proposition qui a un peu existé en 2019, pendant l'été, gouvernement d'urgence nationale, qui soit un gouvernement politique, mais pas nécessairement un gouvernement partisan, qui pourrait être guidé conduit par une personnalité nationale pour préparer le dialogue. Il y a des propositions concrètes qui peuvent avancer. Est-ce qu'elles sont prises en charge dans le débat de Nida 22? Toutes les propositions sont prises en charge. Ça, je n'ai pas fini mon propos, donc si tu me coupes à chaque fois, ça va être compliqué de te sortir une idée de bout en bout. Donc je disais que dans un contexte de répression, il ne faut pas faire comme si le Hirak n'était pas force de proposition. Le Hirak l'est depuis le début. Il y a eu des initiatives, il y a eu des feuilles de route qui sont sorties de part et d'autre, mais on ne doit pas nier que le pouvoir est complètement sourd aux propositions de l'opposition. Il a une feuille de route et il veut dérouler sa feuille de route. Rien de plus. Et dans un climat répressif, ce n'est pas comme si les gens ne travaillaient pas, ou ce n'est pas comme si les gens ne souhaitaient pas trouver un consensus ou bien bâtir une offre politique. C'est la réalité. Vous avez pour preuve Massaf Jadid qui est en train de se regrouper et qui est en train de travailler sans aucune entrave, sans aucune répression. Ils n'ont pas les problèmes que nous avons, nous, dans le Hirak ou dans l'opposition. Massal Jadid, alors puisque tu évoques Massal Jadid, dans l'un des animateurs, c'est l'avocat Hachem Sassi, l'avocat Khenchla, qui est le deuxième avocat de Yassine Mebarki, qui n'a visiblement pas obtenu la relaxe de son client. Il m'avait laissé entendre ici que c'était quelque chose qu'il pouvait obtenir, notamment grâce à l'engagement je dirais pas grâce à son engagement à lui dans Massal Jadid, mais grâce à l'engagement de Massal Jadid pour essayer de reconstruire une scène politique nouvelle sous Tebboune. Donc, il se pose le problème. Les nouveaux acteurs, ils ont peut-être des salles, mais ils n'ont pas les résultats qu'ils espèrent avoir politiquement avec les salles. Et puis j'espère pour eux véritablement, pour lui, du moins en tant qu'avocat, qu'il n'a pas bâti sa défense sur cela. Il semblerait que ce soit le cas, malheureusement. Merci beaucoup, merci de nous avoir accompagnés pendant cette émission. Un dernier mot parce que le couvre-feu arrive et que l'équipe technique doit partir. Le PAD a encore une réunion le week-end prochain. On sent bien que les choses avancent. On était sur le front de la défense des libertés le 10 octobre. Aujourd'hui, on sent qu'on est obligé de passer à autre chose et d'être offensif sur les propositions. Absolument. Nous allons nous réunir ce samedi donc.
Je pense que le PAD est resté d'abord conforme aux revendications du Hirak. Il a toujours été constant. Aujourd'hui, effectivement, il y a une nouvelle donne et cette nouvelle donne nous exige à tous et le PAD, certainement, il est dans la perspective de proposition de solution de la crise et je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas opposer les initiatives l'une à l'autre, bien au contraire. Aujourd'hui, le moment est opportun. Quand on parle d'une conférence, d'une rencontre, des assises, appelez-les comme vous voulez, mais que toute proposition vienne et qu'elle se débatte entre les Algériens, c'est ça la voie de la solution, à mon avis. Merci beaucoup Zoubida Assoul. Encore une fois, merci à Tizeli Mames de nous avoir accompagnés pendant cette émission et à Kenza Khatou, notre journaliste qui nous a présenté la situation à Khenchela au tout début de cette émission. Merci à vous de continuer à nous suivre au Café Presse Politique et rendez-vous sur nos autres formats sur Radio M. Merci de nous être fidèles et à comme ça. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.